Bonjour à tous. Je remercie Marc de m'avoir invité à présenter mon expérience sur la bientraitance institutionnelle et la relation parentale. Comme j'essaye d'en faire avec des enfants malgaches, handicapés et leurs parents cette semaine, il ne m'était pas possible d'être présent à ce colloque et je le regrette. Je vais donc vous présenter une vidéo. Vous aurez au moins la certitude que je ne dépasserai pas le temps imparti, ce qui, en considération de la question à traiter, est utile. Pour moi, j'aurai le confort de ne pas être confronté aux critiques des éminents spécialistes du sujet présents aujourd'hui. Mes propos seront très personnels et n'engagent que moi. J'espère que vous ne me jugerez pas trop sévèrement. Ils reposent sur mon expérience de médecin de rééducation auprès d'enfants polyhandicapés depuis 40 ans. La bientraitance de l'enfant polyhandicapé ne s'impose pas. Elle est le résultat d'un état d'esprit qui commence par une prise de conscience et s'exprime dans un comportement et des stratégies éducatives et thérapeutiques. Cela commence par l'acceptation des différences esthétiques, physiologiques, psychologiques, intellectuelles et comportementales. La bientraitance ne s'invente pas, elle nécessite d'apprendre à observer, à comprendre, à analyser les déficiences d'un individu différent, à s'y adapter et à les traiter. La bientraitance se préoccupe aussi d'anticiper les possibles souffrances à venir de l'enfant et peut imposer des contraintes thérapeutiques qu'il faut faire accepter. Je parlerai donc de bientraitance active. La prise de conscience est le plus souvent violente, comme on peut l'observer auprès des visiteurs qui découvrent le monde du polyhandicap. La découverte de cette population les conduit souvent à exprimer des opinions sur l'utilité de l'euthanasie. Il s'agit donc d'être convaincu de l'utilité de notre action auprès de cette population considérée comme inutile pour beaucoup. En fait, nous sommes les gardes-frontières d'un pays où la suppression des individus inadaptés à nos critères de normalité n'a pas sa place. Nous ne sommes pas tous des héros et certains d'entre nous seront incapables d'accepter cette différence. Il faut savoir les repérer, les aider à se réorienter avant qu'ils ne souffrent des conséquences ou qu'ils deviennent maltraitants. On imagine la souffrance des parents face à l'inacceptable. Bien traiter les parents, établir une relation de confiance est indispensable pour conduire le projet éducatif et thérapeutique de l'enfant. Mais cet accompagnement doit se faire dans le respect et la vérité. J'ai vu de nombreuses familles en souffrance de ne pas connaître la vérité de la pathologie de leur enfant, de son évolution, de son pronostic. Beaucoup de médecins évitent cette annonce douloureuse pour se protéger eux-mêmes. Il n'est pas possible de construire un projet cohérent pour un enfant dont on connaît l'inéluctable histoire sans que la vérité soit dite. C'est la façon de le dire qui est importante. On peut, d'un mot, d'une phrase, détruire un parent, un couple, une famille, ou bien en faire les acteurs principaux d'un projet éducatif et thérapeutique qui aura la durée d'une vie raccourcie, mais qui pourra être pleine et heureuse. Que votre parole soit impeccable. Les professionnels qui s'occupent des enfants polyhandicapés sont aussi des parents. Ils louent Jésus, Allah ou Krishna de ne pas avoir eu un enfant polyhandicapé après avoir subi l'angoisse de leur propre grossesse. Mais ceci n'est pas complètement rassurant puisque l'on découvre au cours des années que certains enfants nés en parfaite santé sont devenus handicapés après une maladie infectieuse ou la révélation d'une pathologie congénitale. L'angoisse persiste donc pour tous les personnels parents. Il appartient aux institutions de créer les lieux de parole et soutiens psychologiques nécessaires. La bientraitance des professionnels est une nécessité.
Une fois la prise de conscience réalisée, il ne s'agit pas de sublimer les souffrances du monde pour combler ses propres lacunes psychologiques. Apporter du réconfort face à la souffrance constitue dans notre société de culture chrétienne une attitude positive. Donc a priori, nous sommes bien placés pour être bien traitants. Il va cependant falloir apprendre à le faire, car face au polyhandicap, nous ne disposons pas des outils nécessaires, surtout lorsque nous avons échappé à toute formation spécialisée. Malheureusement, toujours pour les parents et souvent pour les thérapeutes, les spécificités du polyhandicap sont inconnues et insuffisamment de formations sont offertes par les établissements. J'ai construit mon approche médicale auprès des enfants polyhandicapés de la façon suivante. Le premier principe, c'est la vision de l'harmonie des fonctions humaines et de l'environnement. En 1981, j'avais participé à la rédaction du manuel de secourisme de la Croix-Rouge française. À cette occasion, pour expliquer les conséquences de l'état de choc vasculaire, j'avais réalisé un croquis présentant les différentes fonctions vitales en interférence par le biais de la circulation sanguine et des commandes nerveuses. J'ai repris et complété ce schéma au fur et à mesure des formations que j'ai eu l'occasion de faire auprès des professionnels des institutions médico-sociales. Arrêtons-nous un peu sur ce schéma. Il s'agit ici de montrer que le bien-être n'est complet que grâce au bon fonctionnement de chaque système organique dans un environnement adapté. Il s'agit de comprendre aussi comment l'altération d'une seule fonction peut porter préjudice à l'ensemble. La bientraitance est l'attention constante aux défaillances de cette harmonie et la mise en place des moyens pour les corriger. Nous allons prendre deux exemples. Le premier, les troubles de la déglutition. Ils sont responsables d'une carence alimentaire et d'une atteinte respiratoire progressive, conséquence des infections pulmonaires par fausse route. Ceci altère le confort de l'enfant, sa santé, son développement et à terme sa survie. Proposer une gastrostomie est un acte de bientraitance lorsqu'elle est bien acceptée par la famille et bien expliquée à l'enfant, dans la mesure où ces gestes permettront de compenser la défaillance organique et de rétablir l'harmonie, ou tout au moins une partie de cette harmonie. Pour le second exemple, je vous invite à regarder cette radiographie. On est frappé par les conséquences catastrophiques d'un défaut ou d'une impossibilité de prévention orthopédique. En effet, un corset, des attelles de posture des membres, de la toxine botulique, de la chirurgie de correction ou de stabilisation aurait pu limiter ces déformations, préserver la station assise et assurer ainsi un meilleur niveau de confort et de communication à cet enfant tétraplégique. À ce stade, il est cependant trop tard. La limitation de la capacité respiratoire limite les possibilités thérapeutiques. Mais regardez bien, au-delà de ces déformations orthopédiques, on constate que l'enfant présente une dilatation gazeuse colique, conséquence de la rétention de matière fécale chronique et responsable de douleurs permanentes. Nous pouvons donc améliorer significativement le confort de cet enfant grabataire par l'élimination de son fécalome et le traitement de sa constipation chronique. Cette harmonie ne peut être complète qu'avec une relation sereine, avec un environnement humain et matériel adapté. Cela suppose donc des familles et des professionnels soutenus et instruits de leur mission. Et bien sûr, cela nécessite des moyens financiers. Le second principe, se projeter dans la normalité du développement de l'enfant. Lorsque j'ai commencé à travailler pour le CESAP en région parisienne en 1978,
les enfants polyhandicapés poussaient autour des barreaux des lits selon l'expression de certains. On ne craignait pas qu'ils se sauvent, mais qu'ils tombent. On les nourrissait, on les soignait, on les câlinait, attentivement ou par obligation. On pouvait observer la progression de leurs déformations orthopédiques, l'aggravation de leur déficit respiratoire causé par les infections à répétition sur des fausses routes, et enfin l'installation de l'insuffisance cardiaque qui les conduisait à la mort. Avec mes collègues, rééducateurs et pédiatres, nous avons élaboré les principes de la prise en charge médicale de ces enfants. Ce qui nous conduisait dans notre réflexion était la référence à l'enfant sain. Il fallait en effet offrir à l'enfant polyhandicapé la normalité. Absurde et illusoire, direz-vous. Il ne s'agit pourtant pas d'une utopie, mais d'un comportement. Nous y sommes. Il faut en effet se projeter dans les acquisitions possibles de l'enfant normal qui sont entravées par le handicap. Par exemple, rien ne permet de savoir ce que l'enfant saura faire si on ne le met pas en situation de le faire. Il faut compenser les déficits temporaires ou définitifs de l'enfant pour lui éviter de passer à côté des stimulations normales d'un niveau supérieur. Par exemple, si l'enfant ne tient pas assis à 8 mois, il faut lui proposer un siège moulé pour horizontaliser son regard et lui permettre de faire des acquisitions préhensiles. Si l'enfant ne tient pas debout à 18 mois, il faut le verticaliser afin qu'il acquiert les compétences physiologiques de la station debout. Plus tard, je proposerai un fauteuil roulant électrique à l'enfant qui ne déplace pas efficacement son fauteuil roulant manuel et limite de ce fait ses contacts sociaux à sa proximité. Il faut lui permettre d'explorer, de provoquer, de rejeter ou de fuir la relation imposée. C'est une expérience indispensable au développement d'une personnalité adulte. Le troisième principe, la participation parentale. De 1983 à 2003, je suis intervenu au Sénégal dans un village de brousse où j'avais découvert un grand nombre d'enfants poliomyélytiques. Chaque année jusqu'à l'année 2000, j'ai vu des enfants ayant fait la maladie dans l'année faute de vaccination. Ensuite, cette dernière a contrôlé l'épidémie. Je n'ai vu qu'exceptionnellement des nouveaux cas de la maladie. Ce qui était caractéristique sur le plan médical étaient les déformations orthopédiques qu'avaient installées ces enfants du fait de leur mauvaise posture permanente. J'ai alors imaginé le concept de la toilette musculaire qui consiste à apprendre aux familles à mobiliser l'ensemble des articulations des membres paralysés de l'enfant dans toute leur amplitude 2 fois par jour. Nous savions que même très paralysé, un enfant conservant les amplitudes articulaires correctes pouvait être appareillé et le plus souvent marcher avec ou sans aide technique. Pour ceux qui étaient déjà très déformés, il a fallu organiser des interventions chirurgicales dans des conditions difficiles afin de réaligner les membres et permettre l'appareillage. C'est en faisant cela que j'ai compris que la participation parentale dans le soin de l'enfant handicapé était indispensable. Nous nous confrontions ici à la pauvreté absolue. Il n'était pas imaginable de disposer de moyens de rééducation spécialisés. Chez nous, nous disposons de ces moyens et pourtant nous constatons chaque jour que des enfants aggravent leurs déformations orthopédiques. Bien sûr, il ne s'agit pas de polio, mais le plus souvent de paralysie cérébrale avec la spasticité qui complique l'appareillage et la mobilisation articulaire. Pourtant, nos maîtres nous ont appris que la mobilisation quotidienne et le maintien en bonne position articulaire 6 heures par jour suffisent à prévenir la déformation orthopédique. La toilette musculaire et l'appareillage nécessitent la participation des parents formés à ces techniques. La possibilité de faire évoluer plus efficacement l'enfant handicapé dans ses acquisitions motrices, sensorielles, cognitives, comportementales et affectives
est à présent démontré par l'imagerie médicale, comme a dû le dire Nicole Pigeon. Au début de ma carrière, j'ai vu passer l'engouement pour le patterning prôné par Glindemann sur les principes de Temple Fay qui prétendait faire grossir le cerveau par des stimulations intensives, prolongées et quotidiennes. Il avait raison sur le fond, mais tort sur la pratique, qui avait de lourdes conséquences familiales et psychologiques, et qui a été combattue à juste titre. Il nous faut donc envisager un programme de prise en charge familiale différent, mais qui doit être quotidien, raisonnable, enseigné, contrôlé, managé par les paramédicaux sur le modèle de ce que propose le professeur Graciès pour l'adulte hémiparétique. Nous devons, en effet, au plus tôt, utiliser les compétences plastiques importantes du cerveau de l'enfant. C'est d'ailleurs ce que nous tentons de faire à Mahajanga, à Madagascar, pour 100 enfants. Lors de missions paramédicales, nous apprenons aux parents les gestes de prévention orthopédique, de stimulation neuromotrice, sensorielle et cognitive adaptés à leur enfant. Ils quittent chaque mission avec un mode d'emploi renouvelé. Serions-nous sous-développés dans ce domaine à La Réunion? Non. L'équipe pluridisciplinaire de l'EMS Champ de Merle souhaite mettre en place une école de parents pour répondre à ce besoin. Lorsque je suis arrivé à La Réunion en 1997, la compréhension des besoins thérapeutiques de l'enfant polyhandicapé était loin de la culture locale, y compris pour le personnel paramédical et éducatif. Il fallait laisser ces pauvres enfants tranquilles, ne pas les faire souffrir avec des appareils, des injections de toxines botuliques forcément douloureuses ou des gastrostomies. Mon acharnement à vouloir mettre en place ces traitements m'a valu une plainte pour maltraitance auprès du procureur de la République, signée par plusieurs intervenants du CAMS. Pourtant, il s'agissait pour moi de bientraitance thérapeutique. En effet, l'action médicale, chirurgicale et paramédicale est bien traitante dans la mesure où elle prévient les complications secondaires et tertiaires de la paralysie et de la spasticité, c'est-à-dire la déformation des membres, la scoliose, voire les infections respiratoires liées aux fausses routes. Pourtant, cette action ne sera bien traitante que s'il est accepté par la famille et l'environnement éducatif, ce qui suppose de l'information et de la formation. La bientraitance positive consiste à écouter et à entendre l'enfant handicapé au-delà des simples besoins de la prévention pour satisfaire à son besoin de normalité. Au risque de choquer, voici l'histoire de Ludo. Je l'ai suivi pendant 15 ans à l'hôpital d'enfants de Saint-Denis puis à la maison Notre-Dame. Petit garçon tétraplégique dystonique, puis adolescent déformé par une scoliose, des rétractions des 4 membres équipé d'une gastrostomie, et enfin adulte grabataire. Malgré son lourd handicap, Ludo conservait des moyens de communication et était capable de se faire comprendre en oui-non par des mouvements de tête et de bouche. Ludo avait de formidables érections matinales lorsque l'AMP lui faisait sa toilette au lit, mais sa rétraction en flexion des membres supérieurs ne lui permettait pas d'atteindre sa verge pour se satisfaire. Je lui ai donc proposé de demander à un chirurgien d'allonger ses muscles fléchisseurs du coude, ce qu'il acceptait avec enthousiasme. Nous avions affaire à un chirurgien compréhensif qui a participé pleinement à ce projet, donnant à Ludo la possibilité de satisfaire un besoin qui lui était essentiel. Le problème de Cathy était plus vital. Cette jeune fille grabataire présentait des rétractions des 4 membres et une importante scoliose. Elle était couchée sur le côté, elle présentait une platycéphalie compliquée d'un rétrognatisme responsable d'une glossoptose
qui l'asphyxiait. Elle communiquait essentiellement par des sourires ou des signes de tristesse. J'ai remarqué qu'en luxant en avant son maxillaire inférieur, on libérait ses voies aériennes et elle exprimait alors sa satisfaction. Nous avons donc envisagé, avec l'appareilleur, la réalisation d'une sorte de Minerve avec un point d'appui qui lui permettait de corriger elle-même son rétrognatisme. Cathy nous a très vite fait comprendre la nécessité absolue de lui mettre l'appareil. Elle a vécu ainsi ces dernières années avec un peu plus d'oxygène. Cela pour dire que la bientraitance est aussi affaire d'écoute et d'imagination. Voilà, je vous avais prévenu, c'est sûrement un peu trop personnel. Mais pour conclure, je voudrais dire que je pense comme Marc qu'au-delà de sa mission d'hébergement, d'éducation et de soins d'enfants et d'adultes handicapés, la Fondation Frédéric Levavasseur a vocation à promouvoir la bientraitance par son exemple et les formations qu'elle propose. Je vous remercie.